Meuf, les brainstorming que moi j'ai fait à la maison, à faire semblant de faire mon show, imaginer ma scéno derrière, imaginer le public, imaginer les visuels. Un jour, il m'appelle en me disant, il y a Stéphie Selma qui a entendu une de tes chansons, elle aimerait bien la chanter. Tu sais, moi je connais même pas le game et tout, je suis en mode, en fait, non. C'est ma chanson, genre non. Puis voilà, on m'explique les tenants, les aboutissants, l'intérêt et tout. Et donc je me dis, ok, vas-y, testons. Et c'est comme ça que je commence à faire mon premier placement. Je me suis dit, mais en fait, t'es occupé de rater ta vie. À un moment donné, il faut juste prendre les choses en main. Et vraiment, je me suis organisée. J'ai dit, ok, je quitte mon taf, tu vois. Et vraiment, il y a 1 an et 3 mois, je quitte mon taf. Et je me dis, c'est la musique ou rien. Processus. Salut, c'est Sandra et vous écoutez votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, les moments charnières de sa carrière, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui est une étoile montante de ce qu'on appelle la nouvelle pop. Et si elle travaille depuis longtemps dans l'ombre, il est maintenant l'heure pour elle de prendre la lumière. Bonjour Camille Mbé. Hello Sandra. Ça va, tu vas bien ? Trop bien, je suis trop contente d'être là en vrai. Franchement, merci à toi d'être là, je suis très contente aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir maintenant avec ce premier EP plastique qui sort le 6 juin. Quand les gens regarderont, ce sera déjà sorti. Mais au moment où on se parle, c'est pas encore sorti, donc on va pas mentir, on va pas tricher. Okay. Comment tu te sens là, à quelques jours de la sortie de l'EP du coup ? Franchement, je me sens excitée. Ouais. En vrai, tu vois, j'ai pas forcément peur ou quoi. Je suis juste hyper excitée. Genre, tu vois, j'ai tellement attendu ce moment que j'ai juste hâte, au fait. C'est un peu la concrétisation d'années d'expérience, d'expérimentation. Comment ça s'est passé, la confection de cette EP en particulier ? Il est né, en fait, il y a plus ou moins 1 an et 3 mois. Ok. En fait, c'est pile poil au moment où je quitte mon taf et où je décide vraiment de me dire, ok, non, tu te mets sur ton projet, tu te lances, tu y vas. Et c'est comme ça que cette EP est née, en fait. Mais c'est quoi le déclic, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu te dis justement, là, je quitte mon taf et je le fais ? Et c'est long, hein. On est là pour ça. On a le temps. En fait, si tu veux, déjà, moi, de base, à mon ancien taf, de base, je m'étais dit, je vais rester que 1 an. Ouais. Je me suis dit, ok, c'est juste 1 an, le temps d'avoir une petite stabilité. C'était la première fois de ma vie que j'avais vraiment une sorte d'équilibre. Pas de pression pour payer mon loyer, pas de pression pour me nourrir, juste j'avais besoin de ça dans ma vie. Donc il y a une stabilité. Dans la vie, j'avais besoin de goûter à ça. Donc j'ai goûté à ça, je m'étais dit ok, juste 1 an, et puis tu te consacres à ta musique. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois, c'est chaud. J'ai fait la même chose, je suis restée 7 ans. Dans un taf que j'aimais pas, mais juste pour ça, justement. Et t'avais pas prévu rester 7 ans ? Pas du tout. Pour la stabilité. Mais meuf, c'est dur, hein, quand dans ta tête, tu te dis je vais rester que 1 an, et au final, en fait, ça remet en question un peu ta vision. Ça remet aussi en question tes rêves. Tu te dis, ok, est-ce qu'en fait, c'est juste un truc qui va rester au rang de rêve ? Ou est-ce que je vais vraiment pouvoir le concrétiser, tu vois ? Donc, je pense au bout des 4 ans, je me suis réellement posé ces questions-là. J'ai commencé à vraiment aussi à être dans le mal parce que le doute est arrivé. Je me disais, en fait, meuf, t'as juste rêvé et ça ne se passera pas. Je regarde les collègues autour de moi, je me disais, c'est ça ma vie. L'entourage, au fait, ça tue un peu tes rêves parce qu'il n'y a rien qui te motive. Il n'y a rien qui te stimule. Y a rien qui tu vois, genre moi, quand j'étais à mon taf, on me disait, ouais, mais c'est que 8 heures par jour. En dehors de ça, tu peux faire ta musique. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que quand tu fais un truc que tu détestes, ça t'épuise humainement. Et à côté, t'as juste plus l'énergie ou la force de le faire. Et soit... la vie me mène à écrire pour d'autres, notamment pour le dernier album d'Eva Queen. D'Eva, maintenant c'est Eva, Page Blanche. Et en fait, je pense que c'est un moment clé quand même, dans le sens où j'arrive là par le biais de Gandhi. En fait, c'est Gandhi qui a appelé par Damso pour écrire. Et Gandhi, il est là en mode, non, mais j'ai vraiment une auteure qui est vraiment chaude et tout. S'il te plaît, viens, on la ramène et tout. Damso dit, ok, vas-y, ramène-la. De base, je devais écrire un son, j'en écris beaucoup plus, mais soit au moment où j'arrive en fait dans ce studio-là, qui est le plus grand studio à Bruxelles, je vois Damso, tu sais, moi je fais genre ok, on a impressionné normal et tout, mais j'étais grave impressionnée, j'ai fait semblant que c'était normal, mais j'étais grave impressionnée, et toutes les personnes qui étaient là, c'est des gens qui travaillaient avec Aya, etc., tous des disques d'or, des machins, et je me suis dit, ok, tu te retrouves en fait là où tu es censé être. Et à un moment où j'écris, je pose derrière le micro et tout. Et vraiment, genre, je commence à être émue et je pleure vraiment premier degré. Je pleure, mais juste parce que je me sens à ma place, en fait. Juste en fait parce que je suis trop émue du moment. Et je me dis, putain, mais je me sens vivante, je me sens vibrer. Et après ce jour-là,
je me suis dit, mais en fait, t'es occupé de rater ta vie, t'es occupé de post-poser, mais en fait, à un moment donné, il faut juste prendre les choses en main. Et vraiment, je me suis organisée, j'ai dit, ok, je quitte mon taf, tu vois. Et vraiment, il y a 1 an et 3 mois, je quitte mon taf et je me dis, c'est la musique ou rien. En fait, il y avait une évidence à ce moment-là. Cette émotion que tu as ressentie, c'est vraiment l'évidence de te dire, faut que je sois à cet endroit et pas ailleurs. Ouais, j'ai senti que c'était là ma place, et surtout, j'ai réalisé aussi que j'étais pas la seule à croire que j'avais du talent ou que j'avais un truc. Quand je me suis retrouvée là, j'ai vu dans le regard des gens, j'ai vu dans ce que les gens disaient que meuf, en fait, pourquoi tu fais rien, tu vois. Et ça m'a un peu ça m'a un peu bousculée. Et voilà, ça a participé à ça. Ouais, c'est pour ça que l'entourage créatif aussi, c'est important, ça stimule. C'est clé. Ouais. Moi, je suis très contente de te recevoir dans cette émission. Je le disais en intro parce que j'adore ta musique. Vraiment, je suis tombée sous le charme il y a quelques temps, mais en fait, c'est assez récent. Je te découvre avec le premier morceau, le premier single de l'EP Plastique. On va se l'écouter un petit extrait et après, on va en parler. Une cigarette. J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sur mon enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé... Ça, c'est le morceau Plastique, du coup, le titre éponyme, qui sort en décembre 2024, c'est ça ? Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un engouement assez fou qui prend vite autour de ce morceau. Bah ouais, moi aussi, je me suis dit ça. Tu l'as ressenti ? Moi aussi, je l'ai ressenti. En fait, pour te dire la vérité, je savais pas à quoi m'attendre en sortant ce premier morceau. Ouais. Même, j'irais plus loin, j'étais en mode, mais qui va m'écouter, tu vois, pour moi, c'était lunaire, tu vois, comme j'ai jamais sorti de morceau, je me dis, mais qui va m'écouter, tu vois. Et en fait, il y a un truc où, je sais pas, ça parle aux gens, ça prend, tu vois, mais à mon niveau, évidemment, tu vois, mais ça prend quand même bien. Et ouais, je sens qu'il se passe un truc. Ouais. Et il a accompagné ce titre d'un très beau clip. Je pense que ça joue aussi, ça aide à propager sa musique. Bien sûr. À ce que aussi le public t'identifie, tu vois. C'est plus que juste un son, on voit qui tu es, tu dégages quelque chose. Et sur le clip qui a 400 000 vues à peu près aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires aussi. Ouais. J'ai vu que tu lisais tous les commentaires. Tout. Qu'est-ce que tu comprends de ton public à ce moment-là ? Est-ce que tu arrives à capter un peu qui est ton public, qui t'écoute et qu'est-ce qui ressort le plus dans les commentaires ? Premier truc, moi, qui m'a marqué, c'était que il y avait beaucoup de commentaires en anglais. Ah ouais, ok. J'aurais vraiment beaucoup de commentaires en anglais. Ça, je m'y attendais pas forcément. Donc, je me dis, ok, même la musicalité, en fait, attrape d'autres communautés. Et puis, je me rends compte que les gens ont aussi kiffé vraiment juste le message, l'image. Moi, je pense qu'il y a un truc de package où les gens se retrouvent, où ça fait peut-être du bien. Il y a peut-être un petit truc frais qui les interpelle, tu vois. Et il y en a aussi pas mal qui disaient que oui, ils ont cliqué juste, l'image les interpellait, ils ont cliqué dessus. Et tout corrélait, quoi. Le texte corrélait, la vision musicale, etc. Et donc ouais, à ce moment-là, je sais pas encore trop qui est mon public, mais je sens que ça touche les gens. Éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique. Et justement, l'envie d'arriver avec un clip qui est quand même très produit, très joli, très esthétisé, etc. C'était direct dans ton ambition de... Justement, tu parlais de package, d'arriver avec un peu un produit fini, malgré que ce soit ton premier morceau. En fait, dès le départ, quand on a commencé un peu à travailler avec les personnes du visuel, etc., j'étais en mode, non mais c'est obligé, je suis obligée d'arriver avec le morceau, le visuel, enfin tout ensemble. Parce que déjà, quand t'es pas connu, genre il y a ce truc où je pense que t'as besoin de capter directement l'univers de la personne et qui t'est en face de toi. Moi, quand j'écoute des artistes, c'est pas juste le son qui m'interpelle et qui me fait kiffer. C'est vraiment ce côté package, la personnalité de la personne, tu vois, l'imagerie qu'il y a autour, comment elle bouge, comment elle incarne le son. Et c'est tout ça qui fait que tu captes le message et que tu comprends qu'il y a la personne derrière la chanson. Et je pense que c'était la manière dont je voulais attraper les gens. Et un truc qui était très fondamental pour moi, c'est que je capte qu'aujourd'hui, les clips, c'est moins regardé quand même, tu vois. Ouais, bien sûr, t'as raison. C'est moins hypé qu'avant. Ouais. C'est même plus obligatoire, tu vois. Tu peux sortir un single sans sortir forcément de clip. Il y a des gens qui font juste des capsules via les réseaux, etc. Ouais, effectivement. C'est plus, voilà. Mais moi, j'aime ce type de consommation-là. J'aime le fait de...
pour dire la vérité, franchement, même avant, quand juste je rêvais de mes visuels et tout, je parlais avec mon manager qui est Gandhi et je lui disais, moi, j'ai envie de créer un truc où les gens, à un moment donné, ils attendent mes clips. C'est en mode... non, mais en fait, événement, quoi. Événement, okay. Tu vois. J'avais envie de recréer ce truc-là parce que pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça que je consomme la musique aussi. Et voilà. Ok. Et à quel point tu es impliquée dans la création visuelle, justement ? Tu donnes tes idées ou tu collabores avec des gens avec qui ça fit et tu fais complètement confiance ? Comment ça se fait ? Non, je suis quand même fort dedans. Okay. Je suis quand même fort dedans, tu vois. Je suis dans le sens où j'ai quand même une vision assez précise de ce que je veux. Donc il faut toujours trouver le réal qui fit avec ça, qui comprenne ma vision et surtout qui accepte aussi mon implication, tu vois. Mais non, je suis quand même fortement impliquée parce que je sais précisément ce que je veux dégager en fait visuellement. Et je trouve qu'il y a un moment où je pense qu'aussi c'est pour ça que ça a piqué les gens. Les gens ne le savent pas, mais ça les a aussi piqués parce que comme j'incarne chaque facette du truc, il y a quelque chose de cohérent, même s'ils ne savent pas cibler quoi, mais il y a quelque chose de cohérent parce que ça émane aussi de moi, tu vois. Oui, ça permet de comprendre aussi ton univers, parce que ça dit beaucoup de choses, tu vois. La patte de l'étalonnage, le stylisme, tout a du sens et tout est important. Après, il y a certains artistes qui délèguent vraiment ça parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire ou d'idées ou quoi. Mais ça se ressent quand même dans ton univers, en tout cas dans ce que tu as sorti, que tu le disais, moi j'ai l'impression que tu as quand même une vision assez précise de tout ce qui va arriver. Et c'est peut-être le résultat d'années justement où tu as réfléchi à tout ça dans ta tête. En tout cas, c'est le ressenti. Non, mais c'est vraiment le résultat de ça. Okay. Les meufs, les brainstorming que moi j'ai fait à la maison, à faire semblant de faire mon show, imaginer ma scéno derrière, imaginer le public, imaginer les visuels. Il y a ce truc où quand tu passes beaucoup de temps à rêver, à imaginer dans ta tête, au moment où tu y es, t'es un peu dans une sorte d'urgence où tu dis, ok, je sais précisément où je veux aller, je suis obligée de m'impliquer parce que, tu sais, regarde-moi, tu vois, moi je fais de la pop, mais si je délègue l'image totalement à quelqu'un, quand tu imagines de la pop, tu vas coller un autre type d'image. Tu vas pas, la personne, si je lui explique pas vraiment point par point, elle va pas réussir à retranscrire toute ma complexité. Mais heureusement, on réussit à trouver des partenaires, des artistes qui à un moment donné captent, fit avec ça, et puis tu peux déléguer, mais tu peux pas tout faire toute seule, c'est impossible. Bah justement, j'en parlais avec Iliona ici dans cette émission aussi, qui elle fait ses clips et tout, et elle est dans une vision un peu similaire à la tienne, mais justement, elle a un peu plus de mal à lâcher justement et à pas prendre la caméra pour le faire elle-même. Mais je pense que c'est quand même important de savoir aussi puiser dans la créativité des autres aussi. C'est obligé. Ouais. Non, mais c'est obligé parce que sinon tu t'enfermes. À un moment donné, t'as pas suffisamment le recul. En tout cas, c'est ma vision à moi pour mon art. Et puis surtout, je me rends compte que juste il y a des gens plus forts que moi dans tel ou tel domaine. Tu vois, moi de base, je fais de la musique quand même si j'ai des visions. T'as besoin d'input, tu vois, les créatifs de base, en fait, on se nourrit l'un l'autre, sinon, à un moment donné, juste tu bloques. Dans ce morceau, justement, je voulais juste revenir sur ce que tu racontes à l'intérieur. Tu parles des masques qu'on peut mettre en société, soit pour plaire, soit pour se protéger soi-même. Qu'est-ce que ça raconte de toi, ce texte-là, ce titre ? Ça raconte... ça raconte le fait que j'ai mis pas mal de masques dans ma vie. Je me suis quand même pas mal déformée, travestie pour correspondre à soit la vision que les gens avaient de moi ou soit ce qu'on attendait de moi. Et si je vais être plus précise, franchement, ça a démarré déjà de moi dans le cadre familial où très vite, j'ai quand même mis une sorte de masque en plastique. J'étais pas totalement moi-même. Je faisais des trucs que je voulais pas forcément faire parce que on m'attendait à certains endroits. Et puis fatalement, je trouve que quand tu grandis dans un contexte un peu comme ça se répercute sur les autres milieux sociaux que tu vas rencontrer au fur et à mesure de ta vie, tu vois. Tu vas au taf, fatalement, tu commences aussi à te dire peut-être que juste être moi, c'est pas OK. Et donc aussi, tu commences un peu à te travestir. Mais j'ai l'impression que c'est un mal un peu universel où je pense que tout le monde se retrouve dans ça. On a tous des moments où on essaye de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas forcément. Pour plein de raisons différentes. Des fois, moi, je mets un masque en plastique. Enfin, je mettais pour passer pour une voix un peu plus intelligente que ce que je n'étais, ou un peu plus cool. Ou, tu vois, c'est dans plein de petits aspects de ma vie. Et ça a alimenté aussi un manque de confiance. Mais je m'en suis un peu... détachée aujourd'hui. Je m'en détache vraiment. Mais c'est quand même un thème dans ce projet-là, c'est le besoin d'être accepté. Ouais. Et comment ça t'est venu, parce que tu parlais de... tous ces masques qu'on met pour être accepté, pour plaire, pour paraître. Mais c'est quand même compliqué de réussir
À se dire, maintenant, je sais qui je suis et je vais l'assumer. Et comment on construit ça, justement, quand on n'a pas forcément eu les meilleurs éléments au début pour te donner confiance en toi? Ouais, c'est compliqué. On va pas finir. En vrai, on n'en est jamais en... Franchement, comment on fait? Je vais réfléchir à comment moi j'ai fait. C'est un long chemin, mais je pense que c'est... En fait, à un moment, t'es pas heureux, tu vois. Juste, t'es pas heureux. Tu vois, tu constates que t'es pas épanoui dans ta vie, que t'es pas aligné. Et ça peut parfois même te poser un souci au niveau de ta conscience. Et ça fait que juste tu te remets en question. Je pense que c'est vraiment les années, la maturité. Et en fait, je pense que l'une des clés, c'est bien s'entourer. Tu vois, trouver des personnes qui t'acceptent comme t'es, tu vois, ça aide déjà à prendre confiance en toi. Mais sinon, au niveau de l'écriture, oui, ça aide à te trouver, à trouver ta vérité. Des fois, moi, j'écris, par exemple, le morceau Plastique, je savais pas que j'allais parler de ça, jusqu'à ce que j'écrive la phrase « j'ai enfilé une paire en plastique », je me dis « j'appuie peut-être sur quelque chose ». Et ça, j'ai tiré ça très facilement, genre j'ai vraiment écrit le texte en genre 40 minutes. C'est, je pense, la chanson que j'ai écrite le plus vite du EP. Et parce que juste, c'était là, ça demandait qu'à sortir. Et c'est vraiment en prenant du recul après sur les morceaux qui composaient le EP, je me suis dit, OK, il y a toujours un peu cette thématique-là qui revient un peu, tu sais, cette différence entre ce que tu es réellement, ce que tu ressens réellement et ce que tu montres. Donc, c'est même moi, c'est après coup que j'ai constaté que j'en parlais dans mes chansons. Ça sort naturellement et après tu réalises que tu as raconté une partie de toi là-dedans. Exact. Ok. Justement, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu l'évoquais, le fait d'écrire pour les autres. Là, aujourd'hui, sur cette EP, tu as écrit tous tes textes et tu racontes tes propres histoires, ton propre récit. Mais pendant un temps, tu écrivais pour les autres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, comment ça s'est développé, cette autre casquette d'auteur? En fait, c'est un peu un accident, dans le sens où moi, de base, j'imaginais pas écrire pour les autres. Ce qui se passe, c'est que je commence un peu à composer dans mon coin. J'écris dans mon coin des chansons, etc. Je les fais écouter que à Gandhi, en fait, en vrai. Et un jour, il m'appelle en me disant « Oui, il y a Stéphie Selma qui a entendu une de tes chansons, elle aimerait bien la chanter. » Tu sais, moi, je connais même pas le game et tout. Je suis en mode « en fait, non. » C'est ma chanson, genre non. Et puis voilà, on m'explique les tenants, les aboutissants, l'intérêt et tout. Et donc, je me dis « Ok, vas-y, testons. » Et c'est comme ça que je commence à faire mon premier placement, tu vois. Et au fur et à mesure, on entend ce que je fais. Et j'arrive comme ça à rentrer un peu dans le circuit en tant qu'auteur. Et en vrai, c'est un pan de mon art qui m'a énormément nourrie. Parce que je me suis rendu compte que je savais poser sur tel type de prod, que ça me procurait aussi quelque chose, d'être dans tel genre ou tel genre. Et ça m'a ouvert en vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire de céder un texte à un autre artiste ou écrire pour un autre artiste? Est-ce que ça implique des choses personnelles qui peuvent être un peu dures, parce que tu l'évoquais là un petit peu? Et j'en parlais aussi avec Carmen, qui est un artiste qui écrit pour d'autres aussi. Il me disait que c'était un exercice particulier, qu'il fallait connaître la personne et tout, mais je me dis peut-être que c'est pas le cas pour tous les auteurs. Peut-être qu'il y a des textes que tu écris de manière très personnelle et qu'au final, il y a quelque chose d'universel là-dedans qui fait que ça peut être interprété par quelqu'un d'autre. Toi, tu te situes où par rapport à ça? Mais en fait, cette question-là, ça dépend plus de l'artiste qui reçoit la chanson, dans le sens où il y a des artistes qui peuvent être en mode juste j'écoute un peu ton répertoire, ce qui me touche, je prends. Mais il y en a quand même énormément qui veulent se créer directement en studio. Et donc, à ce moment-là, moi, quand même, je prends le temps de juste parler avec la personne, lui demander ce qu'elle a envie de raconter aussi. Même avant en fait de la voir, j'écoute un peu ce qu'elle fait pour comprendre l'univers aussi. Comprendre l'univers, les mots un peu qu'elle emploie, enfin tu vois, essayer un petit peu de contextualiser. Et puis évidemment tu ramènes de ta personne, tu ramènes ta patte, ton propre lexique, parce qu'il faut savoir que quand les gens t'appellent, c'est pas pour faire ce qu'ils ont déjà fait. S'ils t'appellent, c'est qu'ils veulent en fait ta griffe, ils veulent un truc. Donc je suis quand même relativement moi-même, mais j'écris en général des choses après avoir écouté la personne parler, après avoir discuté avec la personne, quoi. Et c'est différent d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi, j'imagine. Est-ce que tu fonctionnes de la même manière? Est-ce que tu travailles de la même manière quand tu écris pour toi? J'ai l'impression, maintenant, là, à l'instant T, j'ai l'impression que c'est plus facile, en tout cas plus rapide d'écrire pour les autres que d'écrire pour moi. Parce que moi, vraiment, je puise en moi, c'est mes histoires, c'est mes sentiments. Tandis que quand c'est pour l'autre personne, j'ai un truc qui a peut-être une forme de peut-être de plus grande liberté et un peu presque de challenge
où genre T'es galvanisé un peu par la demande. Par la demande et tout, tu vois. Donc je rentre aussi dans un rush d'écriture où je propose seulement ce que j'ai directement et puis ça fuse, etc. Donc il y a une sorte de spontanéité et je me pose pas trop de questions en vrai, tu vois, quand j'écris pour l'autre personne. Mais quand j'écris pour moi, parfois ça peut prendre un peu plus de temps parce que surtout actuellement, je sais ce que je veux raconter et du coup je prends un peu plus de temps pour choisir les bons mots, pour prendre le bon angle et voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire un texte et de te dire pour toi et de te dire là je suis pas prête encore à montrer cette facette? Ouais. En fait ça m'arrive d'écrire des chansons et puis de juste retirer un mot, une phrase parce que ça appuie à un endroit où t'es pas prête encore. Je sais pas si j'assumerais dire cette phrase publiquement, la chanter publiquement. En tout cas ça c'était pour mon EP. Après on verra la suite. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est bien aussi d'y aller progressivement et de pas se faire forcément trop violence, tu vois, et de aller à son rythme parce que tu rencontres un nouveau public aussi. Et être écouté, c'est très différent aussi. Écrire ses textes et là, maintenant que tu as des retours, qu'il y a des gens qui mettent des commentaires sur YouTube et tout, ça peut biaiser un peu et ça peut peser sur le poids de ce que tu vas raconter, quoi. Bah, pas tant. Pas tant ? Franchement, pas tant. Pour moi, je suis très, focus sur ce que j'ai envie, sur ce que j'ai envie de raconter et l'histoire que je veux mettre en place avec ma musique et tout. Donc, en vrai, actuellement, c'est pas que je prends pas en compte. Ouais. C'est juste que... Ça n'a pas l'impact sur ce que tu vas écrire. Non, je sais ce que je veux dire, en fait. Donc on verra si ça prend, ça prend pas, c'est autre chose. Mais non, ça n'a pas d'impact. Dans cette EP, il y a pour moi un hit indiscutable. On va en parler, c'est le morceau « Encore ». Je suis trop d'accord. Je l'aime trop. Toi aussi, t'es d'accord ? C'est mon morceau préféré. Voilà. Il est incroyable. On va s'écouter un petit extrait, on va parler après. J'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Putain, je suis pompée, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, des posters de moi qui font le décor. C'est terriblement addictif et j'ai vu que ça avait pris ça aussi très vite, tu vois. J'ai vu plein de gens reprendre le truc et tout. En plus, t'as joué le jeu à fond en faisant des capsules avec des fans et tout. Ça t'est venu comment cette idée d'ailleurs ? En fait, de base, avant que je sorte mon premier single et tout, l'année qui précède ça, le moment où je travaille encore d'ailleurs. Ouais. Après mon taf, je vais avec ma meilleure pote et on filme des capsules, tu vois, de chansons que j'écris vraiment en tac-tac. En un jour, je trouve une prod, j'écris, j'envoie au mix et je fais une capsule. Elles existent encore sur TikTok d'ailleurs. Et donc, je suis déjà dans cette dynamique en fait de capsules. Je pense que j'avais déjà une fois invité plein de gars autour de moi, on a fait une capsule. Donc, j'étais déjà dans cette dynamique-là, tu vois. Et puis là, sur Encore, j'avais déjà ce truc, je me suis dit, je vais faire ça avec mes potes. Donc, premier truc, c'est que j'ai fait ça avec mes potes. Je vois que ça prend, je vois que les gens captent l'énergie que je veux y mettre. Je me dis, en fait, vas-y, let's go, j'ai envie de faire ça avec vous. En plus, je commence à ressentir plein d'amour, de personnes qui rejoignent vraiment le train, tu vois. Et je sais pas, j'ai eu cette envie de... Parce que tu sais, on se fait pas seul. Ouais. Ce qui fait qu'une chanson, elle existe aussi, c'est parce que les gens l'écoutent, les gens la scandent, la chantent, la partagent. Et donc, t'as ce truc où à un moment, j'avais envie vraiment de genre rencontrer les personnes qui ont kiffé ça et en fait le faire ensemble, tu vois. Et donc, c'est venu comme ça. J'ai un peu jeté une bouteille à la mer, j'ai demandé, vas-y, qui est chaud, viens. Et en fait, il y avait quand même pas mal de monde qui était chaud. Franchement, c'est fou. Et les gens sont beaux, on peut le dire. Mais c'est une dinguerie. Mais vraiment, les filles, elles sont toutes trop jolies dans tes capsules. J'étais là. On dirait que tu fais un casting à l'avance. Et je sais heureusement que je me suis apprêtée parce que vraiment, le niveau, il était élevé. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Je me suis cassé vu que je lui cassais les couilles. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Mais c'est trop cool. Mais c'est bien aussi, c'est une dimension qui permet de propager sa musique. Et comme tu le disais, les morceaux, ils existent parce que les gens vivent avec, tu vois. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion-là. Et puis de prendre soin de son public aussi. Peu importe l'audience que tu as. En fait, même si tu as 100 personnes qui sont là et dédiées et qui sont déter. Mais c'est énorme, 100 personnes. Énorme. Ouais. Mais moi, quand je regarde la première capsule de Encore, je pense qu'on est sur la vidéo peut-être 30 ou un peu plus. Mais c'est un truc de fou en vrai. Parce que moi, je vais plus loin, je me dis, mais la personne, en fait, elle a pris sa journée, elle s'est apprêtée le matin en se disant, je vais aller là. Elle a appris le son parce que j'ai dit, ouais, il faut apprendre le son. Donc, elles ont appris le son par cœur et tout. Enfin, 30 personnes qui organisent leur journée autour de ça,
c'est fou, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question d'investissement, d'engagement. Et quand j'ai vu que j'ai été engagée comme ça, moi, ça me hype de fou, ça me donne envie de faire ça avec les autres, avec les gens. Tu vois, moi, j'imagine vraiment mon art comme un truc collectif presque, tu vois. C'est trop intéressant parce qu'il y a un artiste qui en parlait, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, c'est Luigi, qui parlait de justement cette audience dont il veut prendre soin et justement créer une relation vraiment particulière avec, pour un peu se détacher des obligations, des maisons de disques, etc., des circuits de promo aussi, donc être maître de la communication qu'il a avec ses fans, donc ça veut dire aussi faire ses propres vlogs avec son équipe et pas faire d'interview parce que à un moment, ça y est, il a tout dit. Et il racontait justement cette vision de... en fait, si tu as... tant de personnes, peu importe le nombre, qui viennent à un concert, donc ils achètent leur billet, ils achètent le t-shirt, ils achètent le CD, c'est déjà énorme. Et j'ai l'impression que ça nourrit quand même une nouvelle génération qui pense le fait d'être un artiste de manière différente. C'est quelque chose qui t'inspire aussi, ce genre de discours? Ça m'inspire de fou. Je pense avoir vu l'interview où il parlait, je pense, des 1000 abonnés ou des 1000 auditeurs. Je crois que c'est ça chez Camino, je vérifierai. Il y avait un truc, autour de ça. Et je suis totalement d'accord avec son discours. Parce qu'en fait, des fois, tu as 100 personnes qui te suivent à fond. Et toi, tu es déjà occupé de réfléchir à comment nourrir 100 autres personnes que tu connais pas. Mais en fait, tu as un public qui est là, qui t'attend, qui t'écoute, qui est engagé. Et c'est eux les premiers ambassadeurs, en vrai, tu vois. Donc moi-même, quand je suis occupée de réfléchir à ma communication, à même tout bêtement, par exemple, le teaser de mon EP, les seules personnes que j'avais en tête, c'est mes gens. J'ai personne d'autre en tête, tu vois. Après, ça va grandir naturellement, organiquement. Mais je pense qu'il est important, oui, de se rendre compte qu'on communique d'abord avec les personnes qui t'écoutent, en fait, tu vois. Et non, je suis trop dans cette dynamique-là. C'est vrai, même il y avait un peu, tu sais, presque une idée de pas vouloir s'afficher, avoir un trop petit public, et pas faire assez de stats si je poste ça, mais qu'il n'y a pas beaucoup. Et en fait, ça, je pense qu'il faut complètement s'affranchir de ce truc-là, parce qu'effectivement, prendre soin des gens qui t'écoutent et les fidéliser et qui restent d'EP en EP, après, comme tu dis, ça prend de manière organique petit à petit, quoi. Mais ce morceau, je voudrais qu'on en parle un petit peu, parce que dedans, tu parles de ton envie de succès et de réussite, c'est un discours assez franc. Et c'est l'étape, j'ai l'impression, où tu assumes que tu as envie d'être dans la lumière. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose d'évident pour toi, ou en tout cas, c'est pas forcément quelque chose de naturel de vouloir être en avant. Qu'est-ce que ça racontait de toi? Dans quel état d'esprit tu es quand tu écris ce morceau? Dans quel état d'esprit je suis? Je suis dans un état d'esprit où je me dis je vais kicker la prod. C'était le premier truc dans lequel j'étais, vraiment. La prod est folle. D'ailleurs, gros big up à Armand Tournier et May qui ont fait cette prod magnifique. Mais le premier truc qui est venu, c'est je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Et c'est tout. J'ai tout tiré de là, en fait, tu vois. Il y a eu... c'est la chanson qui me fait le plus de bien. Je pense que je m'envoie un message à moi-même, en fait. Le fait de le dire tout haut, de l'assumer, de le diffuser aussi, parce que j'ai sorti le morceau. Il y a un truc où je peux plus me cacher. Il y a un truc aussi où j'ai pas envie d'être dans une fausse humilité de non, mais je fais ça parce que je kiffe la musique, ça prend. En fait, non, c'est pas ça. J'ai besoin de dire clairement dans quelle dynamique je suis. Et c'est un gros boost que je m'envoie à moi-même, en fait. Ouais. Mais c'est exactement la perception que j'ai eue, en tout cas, c'est le fait de dire les choses, ça nous empêche de reculer. Et surtout, encore plus quand les gens s'approprient le truc et que ça y est, maintenant, c'est plus un secret et c'est dit devant tout le monde, c'est assumé. Ça permet de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a presque une dimension un peu prémonitoire dans ce morceau-là. Parce qu'au moment où tu le sors, ça raconte très bien ce que tu es en train de vivre. Mais de fou. Non, mais c'est vraiment un morceau de l'instant, c'est-à-dire que je l'ai écrit, ça devait être quelques mois avant la sortie, donc c'est vraiment d'aujourd'hui. Et ça raconte mon ambition en vrai. Ça raconte, c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait des gens autour de moi, parce que j'aimais le fait que différentes personnes incarnent le propos. Et puis, je pense que je suis aussi à un moment où je m'autorise ce genre de vision, où je me dis, en fait, toi aussi, tu y as droit. C'est possible.
Ça peut aussi être accessible pour toi potentiellement. Et je suis dans une dynamique très... J'ai pas envie d'utiliser le mot rage, mais j'ai quand même un truc en ce moment où je suis... j'ai faim, quoi. Ouais, j'ai envie de... J'ai vraiment envie de... Genre, j'ai vraiment envie de tout niquer, genre. Et donc, j'avais envie d'être honnête en chanson aussi. Et je pense que j'avais besoin aussi de le chanter sur scène. J'avais besoin d'avoir un propos comme ça. À dire, à hurler, à crier. Et ouais. Ouais, il y a presque un truc de forte manifestation pour que les choses arrivent aussi. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais tu dois y croire, tu dois le manifester. C'est de la projection. Il y a un moment, c'est de la projection. Et puis à un moment, il ne faut plus faire semblant. Ouais. Tu vois, je pense vraiment ce truc de fausse modestie. Non, en fait, si tu as une vision vraiment précise, tu as de l'ambition, tu vas aller là. Genre juste dis-le, crois en ça à 100%. Et puis ça va se passer. Justement, tu parles d'un truc que j'ai un peu envie de décortiquer avec toi parce que je trouve ça très intéressant. Tu dis, je suis qu'une môme qui rêve, je suis pas de l'élite. Et est-ce que c'est parce qu'il y a réellement une idée, tu avais l'impression que c'était un rêve inaccessible de devenir artiste? Mais totalement. Okay. Non, mais totalement. Moi, je me revois enfant. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où je trouve que c'était pas propice à ce genre d'itinéraire-là. Ouais. Dans le sens où il y a personne qui est musicien dans ma famille. Ils poussent pas le côté culturel, dans le sens où moi, j'ai jamais été avec ma mère ou avec mon père voir un concert, aller au théâtre ou je ne sais quelle autre chose. Je voulais faire des cours de piano parce que j'étais attirée par ça, mais on m'y a pas inscrite. Je voulais faire des cours de danse, mais c'était impossible chez moi non plus. Donc, tu sais, ça t'as ce truc où c'était vraiment déjà pas accessible juste parce que c'était pas autorisé. Et puis t'as aussi cette chose où la pop francophone, t'as pas forcément de visage auquel te raccrocher. Moi, j'avais pas forcément de visage auquel me raccrocher ou de parcours qui me faisait me dire, OK, c'est un parcours similaire au mien. Ça veut dire que potentiellement, c'est aussi possible pour moi, tu vois. Et je pense que tout ça faisait que je me disais, mais c'est trop loin pour moi. J'avais aucun accès à aucune personne que je connaissais. Et donc, il y avait cette histoire où je me disais, j'ai l'impression que c'est un truc quand même assez élitiste. Parce que des fois, tu sais, on dit, oui, mais la musique, c'est accessible à tout le monde peut en faire et tout. Mais en fait, non, c'est pas accessible à tout le monde parce que si t'as pas les moyens de le faire, par les moyens, je veux dire, des fois, t'as juste pas le temps parce que t'es trop occupé de bosser pour payer ton loyer, et en même temps tu vas à l'école, et en même temps ceci, et t'as la charge mentale de ceci, et donc juste t'as pas l'espace mental pour te consacrer à ça et te dire ouais, je fais une année sabbatique, je me mets dans la musique, mais en fait c'est pas toujours c'est un luxe, les gens se rendent pas compte, mais littéralement. Oui, c'est sûr, c'est pas parce que en fait c'est vrai qu'aujourd'hui on démystifie beaucoup la création musicale, on se dit bah tu peux prendre une prod là, tu peux enregistrer toi-même et tout, mais comme tu le dis, le temps c'est précieux, et puis on en parlait un petit peu tout à l'heure, la confiance, dans quelles conditions on t'a mis aussi mentalement, émotionnellement, est-ce qu'on t'a fait comprendre que tu pouvais suivre cette voie-là? Est-ce qu'on t'a autorisé? En fait, des fois, juste quand t'as un entourage, ça commence par l'entourage familial, c'est notre premier entourage, qui te dit ah, tu veux faire ça? Mais vas-y, go, en fait, je t'inscris. Toi, tu t'en rends pas compte, mais en fait, à ce moment-là, ça inscrit une sorte d'autorisation et un truc de j'en suis aussi capable, je peux, c'est aussi pour moi. Tu vois ou pas? Bien sûr. Et c'est comme par exemple l'écriture. Moi, j'écris, j'adore écrire, je suis amoureuse des mots, mais j'écris hyper tard dans ma vie. Ouais. Hyper tard. Pourtant, je pianotais, je jouais un peu de guitare et tout. T'aurais pu dire pourquoi t'as pas composé, mais je sais pas, je le faisais pas jusqu'à ce que je rencontre Gandhi. Je lui raconte ma vie, on crush directement l'un sur l'autre, sur nos histoires, etc. Et il me regarde, il me dit, mais en fait... pourquoi t'écris pas tes chansons? Je comprends pas, tu me racontes ta vie. Je me dis, c'est bizarre que tu mettes pas ça sur papier. Ouais. Et le fait qu'il manifeste une forme d'autorisation, c'est triste, hein. Ouais, mais je pense besoin de ça. Je pense que j'avais besoin de ça. Parce que moi, je me disais même pas, genre, je peux pas écrire. Je me posais même pas la question. Pour moi, c'était un truc de littéraire. C'était pas accessible pour moi, tu vois. Donc, il me dit ça et je me mets à l'écriture. Mais je suis déjà adulte, donc, tu vois. Et c'est de là que ça vient. Donc, il y a un truc tout autour de l'autorisation, de se sentir légitime, qui est arrivé très tard, quand même, très tard chez moi. Donc, c'est pour ça que cette chanson-là, elle a énormément de valeur pour moi, puisque je m'autorise, puisque j'essaie de... Même, tu vois, dans le blaze que j'ai mis Yembe Gang, et puis j'ai mis Égale l'élite, parce que j'ai aussi envie de me réapproprier ça, de me dire, OK, même si c'est un truc un peu, parfois élitiste, tu peux quand même rentrer par certains chemins, tu peux...
il peut avoir ce type de parcours aussi, au fait. C'est trop intéressant parce que justement, on a tendance à mettre en lumière un certain type de parcours qui se ressemblent beaucoup, justement. Et moi, je trouve ça très bien aussi de parler des départs un peu tardifs, entre gros guillemets, parce que t'es encore super jeune. Mais ce que je veux dire, c'est il y a toujours l'idée de je commençais depuis le plus jeune âge, j'ai baigné dedans. De fou. Et en fait, des fois, non. Des fois, en fait, des fois, juste non. Tu sais que je paniquais, moi, quand je savais que j'allais faire des interviews, etc. Ouais. Je me disais, qu'est-ce que je peux raconter, toute mon enfance. Et j'étais là, mais putain, en fait, mais je vois pas, tu vois, je savais pas à quoi me raccrocher. Mais en fait, juste, ça existe, ce type de parcours où t'es juste... T'es un peu l'enfant comme ça dans cette famille qui kiffe la musique, qui fait un peu ta culture musicale dans ton coin et tout. Et qui s'autorise le fait de te lancer dans la musique très tard. Ouais. Ça existe. Mais en plus, c'est contradictoire de penser que c'est pas un parcours intéressant ou c'est pas enrichissant pour la musique parce que justement, t'as toute une période de ta vie où la musique n'existe pas concrètement. Et en fait, tout ce que tu vas raconter ensuite, c'est la vraie vie. Donc c'est des expériences, c'est des parcours, c'est des choix, c'est des doutes. Quand tu commences la musique très tôt, c'est bien, mais t'as pas toute cette vie justement où t'es confronté au réel. Et en plus, quand tu démarres, quand tu sors ce titre-là, il a beaucoup plus de poids, il a beaucoup plus d'importance parce qu'il veut dire vraiment quelque chose. Il veut dire que là, c'est une nouvelle étape de ma vie qui commence. Donc je trouve que c'est quand même important de le dire, tu vois, que t'as pas commencé, t'es pas bébé dans le truc, t'as pas été aidé, on t'a pas emmené au cours de machin, on t'a pas emmené au concert. Exact. Et c'est hyper intéressant. Et moi, je connais plein d'artistes qui ont ce parcours-là, ou même qui ont commencé tôt, mais qui ont connu un succès plus tardif. Et c'est aussi super intéressant de parler de ça. Parce qu'en fait, le parcours d'un artiste, c'est le parcours d'une vie. Donc, chaque... itinéraire est différent en tous les cas, il y a pas surtout. C'est important de savoir que même si tu t'as pas baigné dans un truc hyper artistique ou que t'as pas fait des études de solfège ou je sais pas quoi, en fait t'as aussi des choses à apporter et voilà. Ah, mais c'est trop important. C'est trop important. Moi, c'est un peu le combat de ma vie, ce truc-là, parce que justement, je te disais, moi, j'ai pris un taf alimentaire, très juste pour avoir un CDI, c'était mon objectif de vie. Tu vois, mais meuf, c'est pas que c'était mon objectif de vie, mais t'avais l'impression que t'avais besoin de ça en tout cas. En fait, c'était une étape où je me disais là, je vais respirer enfin, je vais sortir la tête de l'eau et je vais être acceptée dans la société aussi, tu vois. Parce que j'avais tous mes rêves dans ma tête, mais je les gardais dans ma tête. Je te comprends totalement. Et en fait, il y a un moment où je me suis, pareil que toi, j'étais tellement étouffée dans la vie que je menais que je me suis dit je peux plus et je suis carrément tombée malade, je fais un burn-out et tout. Et je me suis dit, en fait, là, on vit dans un pays où il y a le chômage qui existe. Je vais me mettre au chômage et on va voir ce qui se passe. Exact. Et je me suis dit, j'ai 3 ans devant moi pour me lancer. Donc, je comprends tout à fait ce que tu racontes. Et vraiment, quand je te dis c'est un combat, c'est pour que... En fait, tout ce qu'on fait, tout ce que les artistes font, et dans les médias aussi, ce qu'on raconte, les récits, ça inspire les plus jeunes. Et tu vois, toi... T'as pas eu ce discours-là, un moment, d'une meuf qui dit moi, je suis artiste, mais j'ai commencé tard, et puis mes parents, ils voulaient pas que je fasse ça. Et si t'avais eu ça, peut-être que ça t'aurait beaucoup facilité, ça t'aurait beaucoup allégé aussi émotionnellement, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est super important de mettre en lumière ce discours. Et c'est trop clé. Il a de la valeur, il a du poids. C'est trop clé. Tu sais, j'ai même l'impression que, même si je le verbalise avec toi, mais tu vois, par exemple, quand tu regardes mes capsules sur Encore, et que tu vois toutes les personnes, genre même sans avoir l'explication, ne fût-ce que par les visages, tu sais, des fois il y a des codes. Il y a des codes vestimentaires, il y a des codes de visage, de lieu, qui font que tu comprends que le message est porté par une certaine communauté. Et ça renvoie aussi quelque chose de positif aux personnes qui ressemblent à ces personnes-là, justement, tu vois. C'est pour ça aussi que pour moi, c'était important de me réapproprier, tu sais, des endroits comme le métro, où j'ai passé énormément de temps. Et tu sais, quand j'ai vu tous ces visages-là, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, je les reconnais. Je sais qu'ils font partie de moi, d'une manière ou d'une autre. Et c'est important d'incarner ça et d'avoir ce genre de visuel-là dans la pop, tu vois. C'est important de se dire, ok, ça existe aussi ce type de personnes, ce type d'angle aussi, visuellement, de groove même, dans de la pop, tu vois. Enfin, il y avait vraiment tout ça qui était passé, quoi. Et puis, je pense vraiment que tu as un boulevard devant toi, parce que ça a été
pas beaucoup incarné justement, et c'est pas forcément de la faute des artistes, mais c'est parce que c'était vraiment pas facilité pendant très longtemps, on les aidait pas du tout, mais aujourd'hui c'est facilité parce qu'il y a une autre façon de faire de la musique et de la diffuser, les réseaux ça compte énormément, il y a des publics qui sont hyper investis pour justement faire pop des gens de manière organique, sans que ça passe par les médias. Exactement. Et tu parlais de quelqu'un qui a été déterminant dans ta vie, je voulais que tu m'en parles un petit peu. Du coup, c'est Gandhi qui est ton manager. Ouais. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est une figure très importante pour le rap en Belgique. Ouais. Toi, tu me le disais là, ça a été un peu l'élément clé qui te donne confiance et qui te dit, en fait, qui te donne vraiment le déclic pour le faire. Comment ça se passe, votre rencontre? Comment tout se joue à ce niveau-là? Comment on se rencontre? Alors, faut savoir que du coup... Attends, par où je commence? Mets tout dans l'ordre. Du coup, moi, je vais un petit peu remonter un pas juste avant de le rencontrer parce que c'est aussi clé. C'est que je quitte le foyer familial assez tôt, vers l'âge de 16 ans, comme ça. Et là, je commence un peu plus à m'autoriser à faire de la musique. Je commence un peu à poster sur les réseaux sociaux, etc. 1 an passe, 2 ans passent, et à un moment donné, je me dis, ouais, j'ai envie de percer, comment je peux faire pour percer? Et j'écoutais énormément Gandhi. Je me suis dit, un featuring à tout moment, ça va me propulser. Et je lui envoie une vidéo sur Facebook à ce moment-là. Il me répond plusieurs mois plus tard. et il me dit que voilà, qu'il kiffe ma voix, qu'il aimerait bien qu'on se rencontre, que justement, elle est sur son album. Ça met du temps. Et puis, un peu hasard des calendriers, moi, j'allais retourner à Kinshasa après 9 ans. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, en fait, on va pas pouvoir se voir parce que moi, je vais à Kin voir mon père. Il me dit, mais justement, en fait, je suis à Kin à la même période, je vais faire mon album là-bas, tu vois. Vraiment, hasard des calendriers. Du coup, première rencontre, c'est à Kinshasa. Mon premier studio aussi, c'est à Kinshasa. Et c'est là qu'on enregistre 4 saisons, du coup. Et c'est le départ de notre relation, de notre rencontre. On se lâche plus à partir de là. Genre vraiment, c'était comme si on s'était toujours connus. On fait que se parler, qu'échanger. On rentre de Kin, on se voit tout le temps chez lui ou chez moi. Je commence à du coup écrire parce qu'il me dit, ouais, pourquoi t'écris pas? Et puis même si c'était pas intense au début, puisque j'étais aux études, je bossais, etc. Mais il y avait toujours ce truc, un peu cette relation qui restait là, où il suivait un peu ce que je faisais artistiquement, jusqu'à ce que à un moment, je manifeste le fait d'en vouloir plus, d'en vouloir encore. Et l'air de rien, lui m'a pas forcément poussé pendant toutes ces années-là. Il m'a pas dit non mais en fait viens on fait un projet, viens on fait ceci, viens on fait cela. Juste il m'accompagnait humainement et au moment où moi je l'ai manifesté, on a articulé les choses pour que ça se fasse quoi. Ok. Et c'est quoi la particularité d'être accompagné, d'être managé par un autre artiste? Parce que c'est pas hyper fréquent non plus. Ouais. Est-ce que toi tu as l'impression de profiter aussi de toutes ces années d'expérience et de tout ce que lui, il a pu, le chemin par lequel il est passé? Ah, mais je profite fois 1000. Ok. Je le sais, j'en ai conscience de la chance que j'ai parce qu'il est passé par pas mal d'embûches. Des fois, des embûches auxquelles moi-même j'ai assisté. Et du coup, ça fait qu'il a aussi un discours très protecteur et aussi il anticipe certaines choses. Il me prépare, des fois moi je capte pas qu'il me prépare mentalement à faire une scène où il n'y a pas beaucoup de monde, mais en fait il me prépare à ça, tu vois. Il sait ce que c'est de démarrer, il sait ce que c'est de ne pas savoir si des gens vont venir à ton concert ou pas. Enfin il y a des réalités qu'il connaît tout simplement. Ouais. Et puis surtout, comme il est artiste, il est aussi fort focus sur l'art. Tu vois, il n'a pas juste cette casquette de manager où il se dit non. Oui, c'est pas que le faut planning. Vendre le planning, le machin. Non, il est en mode, en fait, il faut que tu profites et que il faut que tu kiffes, quoi, tu vois. Mais la particularité vraiment que j'ai aussi avec Gandhi, en vrai, c'est parce que c'est un artiste, certes, mais il est rappeur. Et mon premier rapport à l'écriture, c'est via lui. Ce qui fait que déjà, j'ai un rapport à l'écriture qui est des fois un peu... c'est pas que je vais dire différent, mais je me suis fortement inspirée de ce que lui fait, de sa manière des fois de construire, etc. Donc je sais que ça m'a énormément influencée au final dans ma manière aussi d'écrire. Ouais, il y a du rap qui t'influence. Je pense inconsciemment. Ouais. C'est-à-dire que je me pose pas la question. C'est-à-dire il y a juste la compo qu'elle a, la prod qu'elle a, et je la prends un peu comme j'ai envie de la prendre. Mais je sais que quelque part dans ma manière de découper parfois. Il y a un peu peut-être du lui ou il y a un peu de ça. Mais ça s'entend en vrai dans comment tu construis
un morceau, comment tu écris. Il y a une certaine musicalité que je retrouve aussi beaucoup dans le rap. Et c'est sûr, dans tous les cas, ton univers, il est hyper vaste et tu mélanges tous les genres. Donc, je pense que forcément, ça a de l'impact sur toi et c'est hyper intéressant d'avoir... de sentir... En fait, je pense qu'être aussi proche d'un autre artiste qui, en plus, a une carrière et a de l'expérience, ça rassure beaucoup aussi. Quand tu es dans ton début et que tu es plein de doutes, quoi. Non, ça rassure, c'est sûr. Et puis, peu à peu, comme je t'ai dit, le fait qu'on se connaisse depuis aussi autant de temps, ça fait qu'il connaît parfaitement la vision que j'ai de mon art. Il arrive à m'accompagner, à avoir le bon discours auprès des personnes. Ça, c'est important aussi. Et ouais, non, mais il est clé, ça, c'est clair. Moi, je t'avais dit dans l'intro que j'avais des petites surprises pour toi. Donc là, j'ai un petit message à quelqu'un qui a voulu te poser une petite question. Camille, ma star, Combini m'ont demandé de te poser une question. Alors, aujourd'hui, ça fait genre peut-être 2 ans et demi, 3 ans qu'on se connaît. Quand on s'est rencontrés, tu faisais de la musique à fond, mais tu voulais te lancer, tu savais pas trop comment commencer, etc. Aujourd'hui, t'as déjà un parcours trop de ouf, je suis trop fière de toi. Et je voulais te demander qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter dans la pop aujourd'hui. Parce que je me rappelle de nos discussions il y a quelques années en fait. Et je suis tellement fière genre, de ce que tu es devenue. Et j'aimerais savoir où tu veux aller et que tu partages avec les gens où tu veux aller parce que je sais que tu as ta vision, tu es tellement déter. Let's go girl. En vacances. Elle est au Festival de Cannes. Ah ok. Pour tout te dire. Elle voulait te laisser un petit message du coup. C'est Eva avec qui tu as travaillé. Yes. Déjà gros big up à Eva. Franchement, elle a été clé aussi en vrai dans mon parcours aussi. Donc trop contente de l'avoir à côté de moi. Et pour répondre à sa question, du coup, qui était qu'est-ce que je pense que je peux apporter à la pop. Déjà, je pense que le fait que j'existe avec tout ce qui me compose, d'où je viens, le milieu social duquel je viens, la manière dont je me suis construite musicalement, le fait que ma pop, elle est quand même très variée. Il y a beaucoup de genres différents. Et je sais qu'en France, en musique francophone, il y a ce truc où on aime bien savoir ce que tu fais. Tu vois, on aime bien savoir avec précision. Et c'est vrai que j'ai cette envie de faire rencontrer différents univers, de ramener un peu ma complexité d'influence au sein de mon art. Donc, ce que j'ai envie de ramener, c'est une pop, mais un peu avec un regard différent en termes de visuel, en termes de mouvement, en termes de sonorité aussi, tu vois. Incarner quelque chose de neuf, quoi. Quelque chose de différent. Il y a une artiste dont les gens ont du mal à définir la musique aussi et qui est en train de tout exploser, c'est Théodora. Et je voulais te parler d'elle parce qu'elle rentre aussi dans ces artistes un peu ovnis qu'on ne sait pas classer, on n'arrive pas à définir. Et au début, ça a pu lui porter préjudice aussi de pas trop savoir la classer. Et au final, là, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est le public qui l'a élue. C'est la tête d'affiche et ce sera elle, et peu importe ce que les gens ont envie de raconter ou pas. Et récemment, là, c'était il y a 2 jours où on parle, elle a remporté la flamme de la révélation féminine. Je sais pas si tu as vu son discours. J'ai vu. Tu as vu? Donc elle dédie ce prix à tous les enfants de la diaspora et elle dit aussi c'est pour toutes les filles noires alternatives. Et c'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle aussi, ce discours-là, cette vision? Mais de fou. De fou parce que je sais que moi, quand j'étais petite, j'aurais eu besoin de voir une meuf un peu même une meuf comme Théodora ou une meuf comme moi qui fait de la musique parfois un peu variée, qui a une construction musicale qui est un peu particulière aussi. Moi, je suis aussi fort accrochée au package, tu vois, dans le sens où ce qui fait que Théodora, je pense, parle aussi à des petites filles noires qui lui ressemblent, c'est parce qu'elle représente quelque chose visuellement où les gens se reconnaissent. Et il y a pas que la musique, en fait, il y a vraiment un truc de 360 qui fait que tu représentes des fois plusieurs communautés différentes et que tu peux aspirer, tu vois. Et donc oui, ça m'inspire, et c'est d'ailleurs pour ça que certes, ma musique, je pense, elle peut parler, mais le fait que j'incarne un peu quelque chose de différent visuellement, etc., je pense qu'aussi ça peut permettre à des gens de se projeter, de se dire ok, ça aussi c'est possible et tout. Donc oui, non, ça me parle énormément son discours. Et tu vois, cette définition de la musique, je pense que c'est aussi important, pas forcément de vouloir
étiqueter quelqu'un, mais savoir comprendre la musique. Et je trouve que ça, c'est toujours des discours sur lesquels on a un petit peu de mal. Là où je veux en venir, c'est que dans la pop, quelque chose qui est assez criant, c'est que ce dont on parle, ce qui est visible en tout cas, c'est une pop très blanche. Et en fait, quand une femme noire va faire de la pop, ça va être qualifié de musique urbaine, pop urbaine, etc. C'est un fléau. Ok, c'est pour avoir ton avis là-dessus. Et en fait, c'est quoi ta vision là-dessus? Est-ce que je t'ai vu parler justement de ce terme nouvelle pop et que tu définissais ta musique comme ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un peu les rênes de comment on parle de ta musique aussi et de un peu le storytelling autour de toi? Mais c'est trop important. Tu sais, je vais te donner une petite anecdote. Là, donc, mon projet, il va sortir. J'ai déjà entendu par des gens, on disait ouais, mais on sait pas trop si on veut en être, etc. C'est un peu trop urbain. Et moi, je suis là en mode, mais est-ce qu'il y a plus pop que Coup de Soleil, par exemple? Genre, tu vois, c'est totalement hyper ouvert. Pop. Et en fait, c'est parce que à un moment donné, ils vont sur l'Instagram, ils voient que ça représente autre chose. Pour eux, urbain, c'est juste, t'es pas blanche, tu grooves différemment, t'es dans la rue, t'es dans le métro, c'est urbain, tu vois. Mais en fait, les gens qui sont dans ce contexte-là existent aussi dans la pop, aiment aussi la pop, consomment la pop aussi. Et donc, oui, non, c'est important que je maîtrise mon discours, que je dise quel genre je fais. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de nommer, parce que sinon, les gens peuvent s'approprier le truc et disent, oui, en fait, c'est urbain, c'est du rap, c'est du truc. Et moi, je dis que c'est de la nouvelle pop et que c'est un peu un brassage de plein d'univers différents. Mais non, c'est important parce que c'est aussi une manière de dire... ce genre de pop là aussi existe avec ce type de visage, avec ce type de vision. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Bien sûr. En fait, c'est pour moi ce que je résumerais ça à maîtriser la narrative aussi autour des artistes et pas laisser ça entre les mains de gens qui ont pas trop envie d'évoluer et pas trop envie de comprendre, parce que finalement c'est évident, si tu regardes qui écoute de la pop, par définition la pop c'est la musique populaire, tout le monde en écoute en fait. Exactement. Donc, elle est composée de... Puis une des plus grandes pop stars de notre époque, de ce siècle, c'est Beyoncé. En fait, si tu sais pas la définir, c'est que t'as pas forcément envie de le faire non plus. Donc il y a aussi un peu une malhonnêteté là-dedans. Oui, non. Il faut quand même se positionner à ce niveau-là. Tu sais, moi j'ai reçu des messages sur mes réseaux sociaux de meufs noires ou métisses ou quoi que ce soit qui me disent merci pour ta musique, en fait on a besoin de ça dans le paysage. Et donc ça, tu vois, rien que quand je reçois ce genre de message là, je me dis ok, en fait ça crée quelque chose. Tu vois, des fois t'en as pas forcément conscience, mais ça crée quelque chose. En fait, je pense que ça aussi ça invite des fois des personnes un peu parfois marginalisées ou quoi de la pop ça les invite à dire ok, vous faites aussi partie de ça, ça existe aussi, tu vois. Donc c'est important. Et puis comme tu as dit, regarde la plus grande star pop, c'est qui? C'est Beyoncé. Mais regarde ce qu'elle incarne. Bien tu sûr. vois. Et donc, c'est pareil pour Rihanna, c'est pareil pour... En fait, je trouve que ces discours, c'est des trucs qui existent pas trop chez le public. Tu vois, le public se pose pas trop la question. C'est pas un débat. Ouais, il y a pas de débat, mais par contre, je trouve qu'il y a vraiment des lacunes sur comment on parle de la musique et comment on classe les artistes, etc. Et dernièrement, il y a aussi, c'était un peu plus tôt, c'était Yoa qui a reçu un prix, une victoire de la musique. Et elle a tenu aussi dans son discours à dire je dédie ce prix à tous les enfants métis. Et les victoires de la musique, c'est encore plus institutionnel, encore plus traditionnel, je veux dire, dans le paysage français. Et j'ai l'impression quand même, je veux bien ton avis là-dessus, que en fait, c'est par vous que le changement va arriver. C'est par vous qui assumiez à un moment de porter ce discours-là, qui est une position que je peux comprendre aussi que des artistes n'ont pas envie de porter et juste vouloir faire de la musique. Mais j'ai l'impression quand même que de plus en plus, il y a des artistes qui veulent incarner ce truc de je suis là et je fais de la pop et en fait, faut respecter ce genre-là à part entière et je fais partie de cet écosystème. Ouais. Mais déjà, pour moi, ça n'existe pas, le fait de ne pas vouloir porter ce discours. T'existes, t'incarnes quelque chose. Si tu veux pas, c'est ton problème, mais que tu veuilles ou pas, t'incarnes un certain statut. De manière consciente ou inconsciente, ce sera le cas. C'est obligé, tu vois. Donc oui, non, je trouve que c'est important et je pense que le changement, oui, va se faire par nous, par les artistes eux-mêmes, parce que la représentation amène une forme d'exemplarité. Les gens se disent ok, c'est autorisé, donc j'y vais aussi. Enfin, t'as tout ce processus-là qui existe. Et en vrai, quand tu regardes les anglophones,
ils sont en avance, comme d'habitude. Ils sont en avance, et donc ces questions-là sont peut-être moins présentes, où les exemplarités existent depuis très longtemps. Et c'est pour ça que des fois, nos références, elles sont pas francophones, parce qu'en fait, on s'est retrouvés, il y a eu un moment donné une sorte de miroir, on s'est retrouvés chez des artistes d'ailleurs, comme par exemple Rihanna ou autres, tu vois. Donc oui, non, je pense que c'est à nous de porter ce discours. Mais je pense que c'est même pas un truc qu'il faut toujours forcément verbaliser. Ouais, c'est juste en fait d'être là, en fait. T'existes, t'incarnes le truc sans concession, c'est important. Et à un moment donné, ça fera le travail tout seul. Ouais. Et ça inspirera les futures générations aussi. Et c'est pour ça que c'est encore plus important de mettre la lumière sur justement des artistes qui font ce taf-là d'incarner quelque chose. Tu utilisais ce mot, et je pense qu'il est très important, c'est incarner ce qu'on raconte, incarner un récit, parce qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à bien ça. Sûr. Mais bien sûr, ces personnes-là sont nombreuses. C'est par exemple, moi, au départ, quand je commence un petit peu à développer mon EP, j'entends beaucoup le truc de « ouais, mais il y a quand même beaucoup d'influence, etc. » Et il y a un moment, ça m'a mis le doute. Okay. Je me suis dit, peut-être ma vision, elle n'est pas correcte. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Et puis, quand je me suis tournée, encore une fois, le fait d'avoir des exemples, ça aide. Moi, par exemple, je me suis retournée vers Georgia Smith. Ouais. Je la regarde, je me dis, ok, la go, elle est arrivée avec des trucs un peu façon néo soul, voilà. Puis à un moment donné, tu la vois en featuring avec Burna Boy sur une moto, fait ça à l'air et tout, hyper sexy, dans un autre genre musical. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question ? Personne, parce qu'en fait, à un moment donné, elle incarne tellement quelque chose de fort par sa présence, par son discours, par son texte, par sa voix. Ça fait qu'il y a une sorte de liant, de cohérence, de compréhension par rapport à son histoire, et donc ça peut exister aussi, tu vois. Et donc, mais je pense que ça, c'est la musique en vrai de demain. Je pense que demain, c'est comme ça que ça va se passer. Même en France, il y a beaucoup de choses qui vont se rencontrer. C'est clair, et j'ai l'impression aussi qu'il y a un renouveau des scènes pop, et qu'il y a plein d'artistes féminines aujourd'hui qui arrivent à se développer avec leur propre chemin et tout, et il y a une belle solidarité aussi. Il y a d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que il y a beaucoup plus de bienveillance qu'il y a pu avoir auparavant aussi. J'étais avec Adèle Castillon la dernière fois, et je parlais de ça justement. Iliona, pareil. Il se passe vraiment quelque chose où déjà la pop devient... la pop est de plus en plus sexy, et on a envie de l'écouter, parce que pendant un moment... après, moi, je suis comment dire, je suis pas la première auditrice de pop. Moi, je suis dans le rap à la base de fou. Et j'ai besoin que, justement, il y ait de l'incarnation. Sinon, c'est un genre que... Je capte. En fait, si c'est trop lisse, c'est cool, mais moi, j'ai besoin que ce soit un peu rugueux parfois. Et pour moi, la pop, elle peut être ça. Ça peut clairement exister. Elle peut être un peu provocante, elle peut raconter des choses, et tout en restant dans l'esthétique pop à fond. Et je trouve, là, depuis ces dernières années, il y a vraiment ce truc-là qui revient, où il y a plein de personnalités différentes. On sait que Camille MB, c'est différent de Yoa, d'Iliona, d'Adèle Castillon, etc. Et des lois, et en fait, et même les genres, le fait que les genres musicaux aussi se mélangent, ça crée des trucs uniques qui sont super fidèles à la génération dans laquelle on est aussi. C'est marrant ce que tu racontes en termes de texte, que ce que t'attends du rap, tu le retrouvais pas forcément dans la pop, et ça faisait que t'écoutais pas. Ouais. Je pense que énormément d'artistes de notre génération, ceux qui te plaisent, en tout cas, je pense, c'est ceux qui sont influencés de près ou de loin par le rap. Parce qu'en fait, j'osais pas le dire. Moi, je veux pas prêcher pour ma paroisse. Non, mais faut dire la vérité. Moi, franchement, faut dire la vérité. Moi, la manière dont les rappeurs écrivent, c'est pas que je veux dire que c'est au-dessus de la pop. Mais je le dis un peu. Tu peux le dire. Mais je le dis un peu. Non, mais globalement, on va pas faire d'échelle. Non, c'est pas une question d'échelle. Franchement, c'est pas une question d'échelle. Comme ça, on vexe pas les gens. Non, mais on vexe quand même. Moi, je le pense, et les gens le savent. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On va étayer le propos. On va étayer le propos. C'est dans le sens où, même moi, dans ma manière de consommer, à un moment donné, j'ai énormément consommé de rap, parce que juste, je sais pas comment expliquer, ça racontait plus de choses en profondeur. Dans les détails. Moi, ce qui me manquait dans la pop, et ce qui m'a même aussi à un moment donné fait douter, parce que je me suis dit peut-être que je veux pas être comprise, c'est que quand t'écoutes peut-être les chansons d'avant, pas forcément de maintenant, ils parlent pas beaucoup d'eux. Genre, c'est trop bizarre ce que je vais te dire, mais clair. C'est très général, c'est très, très universel, voire trop parfois.
et où t'as pas vraiment des fois un récit précis comme tu peux l'entendre sur l'album de Luigi par exemple, où il détaille vraiment sa vie, que j'ai été à tel endroit, j'étais habillée comme ça, et en fait c'est hyper détaillé. C'est un truc que tu rencontres pas dans la pop, je ne sais pas pourquoi. Maintenant on le rencontre de plus en plus, et c'est en ça pour moi que ça va faire aussi la différence à un moment donné. C'est que les discours qui vont être portés dans des chansons pop vont aussi être différents, plus personnels, plus personnels, chacun, plus détaillés, plus je sais pas, enfin plus rap dans l'approche en tout cas de ce que tu veux y raconter, tu vois. Parce que des fois, ce qui est intéressant aussi dans le rap, c'est que, pas toujours, il y a tout type de rap, mais des fois, ça revendique quelque chose. Des fois, tu vois, t'es porté vraiment par un discours où tu dis, OK, non, cette personne, je vis exactement ce qu'elle est occupée de vivre. Et c'est un truc que tu peux moins facilement, des fois, retrouver dans la pop. Donc, je te rejoins. Ouais, il y a plus... En fait, moi, je pense que c'est ça que la pop a gagné par rapport au rap, c'est l'engagement, tu vois, au sens large. Être engagé, pas forcément que dans le propos politique, tu vois, mais être aussi engagé. En fait, tu te mets tout nu sur une prod et tu racontes ta vie. Tu dis des choses que tu n'as jamais dit à personne et tu racontes des trucs très personnels, très crus. De fou. Et en fait, je pense que c'est ce mélange-là, c'est un peu l'héritage de ces années où le rap a brillé, où les rappeurs ont fait le taf aussi. Maintenant, tout le monde en profite parce qu'effectivement, comme tu le dis, les rappeurs aujourd'hui qui ont une vingtaine d'années, ils ont tous grandi avec le rap. Donc forcément, ils ont baigné dans une culture aussi où on est exigeant, parce que c'est ça aussi que moi que j'aime beaucoup dans cette musique-là, c'est l'exigence sur l'écriture. C'est les meilleurs auteurs. Ouais. Faut dire la vérité, c'est les meilleurs auteurs, les meilleurs textes que tu retrouveras beaucoup, c'est dans le rap. C'est ma vision. Après, moi, je suis tombée amoureuse, par exemple, de Charles Aznavour. Il m'a fait découvrir ce qu'on pouvait faire avec la langue française et tout. Donc, il y a énormément de choses aussi dans la variété et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un angle qui est intéressant dans le rap. Après, je pense qu'il faut même pas l'intellectualiser. Tu sais, moi, je l'intellectualise même pas. Mais je sais que le fait d'avoir beaucoup consommé ça fait qu'à un moment donné, ça se retrouve d'une manière ou d'une autre. C'est que tu as une approche différente. Et je pense même que les autres artistes pop, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes pop féminines en ce moment. Ouais. Ça fait plaisir à voir aussi. Clair. Et elles ont une autre approche même dans leurs textes. Et c'est trop cool en vrai. Bien sûr. Écoute Camille, on arrive au bout de cette discussion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que les gens ont pu comprendre un peu ton univers, tout ce qui compose tes engagements et tout ce qui fait la force de ta musique. Moi, je suis complètement convaincue que ça va toucher un grand public. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. T'es en tournée là, tu vas faire pas mal de concerts en tout cas dans les mois qui arrivent. Yes. On peut retrouver ça sur tes réseaux. Exactement. Moi, je vais confectionner une playlist qui regroupe les essentiels de Camille MB selon moi et je ferai ça pour chaque épisode. Merci de soutenir cette émission, mettez des petites étoiles, des pouces en l'air et on se retrouve dans 2 semaines. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye. Merci beaucoup. Merci à toi.